Elle pourrait être la plus grande fuite de données en Afrique. Un groupe de pirates informatiques affirme détenir les données de 310 000 clients de Bank of Africa, principalement au Mali. Une information que la banque conteste. Selon BOA, l'attaque serait bien plus mineure et ne devrait pas susciter beaucoup d'inquiétude. Toujours est-il que les pirates ont réclamé dans un premier temps 10 millions de dollars pour la non-diffusion de ces données. Alors, bombe ou pétard mouillé, qui dit vrai, qui dit faux? Que sait-on de cette affaire et nos entreprises sont-elles suffisamment prémunies face aux cyberattaques? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 10 mars 2023, je vous propose de parler cybersécurité. Bonjour Naïl. Bonjour. Naïl Fassi, journaliste de la rédaction de Tel Quel, vous êtes l'auteur de l'article BOA Alerte rouge sur l'oiseau bleu, disponible sur telquel.ma, article qui retrace donc l'histoire complexe de cette affaire de piratage. On va passer en revue chronologiquement cette affaire. Tout commence le 8 février avec un compte Twitter, un compte nommé Sax. Derrière ce compte, Clément Domingo, qui se qualifie de friendly hacker. Qui est-il ? Clément Domingo, c'est un friendly hacker, il se désigne comme ça. Un friendly hacker, concrètement, c'est un expert en cybersécurité qui va mettre ses compétences informatiques au service du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il a la capacité de prendre le contrôle de ton ordinateur, Landry, mais il va pas extirper tes données, il va plutôt t'aider à mieux les sécuriser et à plus généralement mieux sécuriser tes activités sur Internet. À ce propos, il a d'ailleurs d'autres activités de friendly hacker. Il est par exemple cofondateur d'une ONG, Hackers Without Borders, une ONG qui vise en fait à protéger les autres ONG des menaces du cyberespace. Et je sais qu'ils vendent également ces services aux entreprises qui le souhaitent, donc pour maximiser leur capacité à se cybersécuriser. Son premier tweet, Naïl, qu'est-ce qu'il dit? Que sait-on de cette affaire à ce moment-là précis? En fait, pas grand-chose. Le tweet de Sax, il consiste simplement à annoncer le fait qu'il a trouvé la trace d'un hack de la Bank of Africa sur le dark web. Et il explique également que les pirates souhaitent à terme diffuser les données. Mais à ce moment-là, on n'en sait pas beaucoup plus, ni sur la précision géographique qui viendra plus tard de quelle filiale de Bank of Africa a été attaquée, ni sur l'ampleur des données, ni même en fait sur la nature des données qui avaient pu être exfiltrées. Et 48 heures plus tard, BMCE répond donc avec ce communiqué, assure qu'il y a bien eu une tentative d'intrusion dans ces systèmes, mais qu'elle a été rapidement bloquée. Que va-t-il se passer par la suite? C'est ça en fait, donc la filiale malienne de Bank of Africa va réagir et à partir de là, on va dire qu'il y a 3 prolongements majeurs à l'affaire. Le 12 février, on va apprendre que les données qui auraient été exfiltrées, elles feraient l'objet de ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un programme malveillant qui va conditionner le déchiffrement des données au paiement donc, d'une rançon, en l'occurrence une rançon de 10 millions de dollars à régler avant le 20 février. Le 14 février, ensuite, on va apprendre plus de choses sur l'ampleur de la fuite. À travers 2 choses, en fait, d'abord, on comprend qu'il y a visiblement un fichier client de plus de 310 000 personnes ou comptes de la filière malienne de Bank of Africa qui aurait été capturé par les hackers. Et on comprend aussi que c'est pas n'importe quel compte en fait, il y a des comptes VIP, c'est-à-dire des stars qui peuvent être des stars de la musique ou du cinéma au Mali, des ambassadeurs, des députés, des ministères, des ONG et puis bien sûr des entreprises privées. Et donc le 20 février finalement le compte à rebours va arriver à son terme. Bank of Africa n'a donc manifestement pas payé la rançon qui était demandée par les hackers et donc les pirates du groupe Medusa se sont mis à poster progressivement les données qu'ils avaient exfiltrées sur le dark web. Et on arrive donc au 1er mars, Naïl. À ce moment-là, Sax communique à nouveau sur Twitter et il affirme que toutes les données concernant Bank of Africa n'ont pas fuité. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le 20 février, donc date à laquelle les hackers ont publié les données sur le dark web, il y a une sorte de long moment, un long temps mort, pendant lequel on a cru que l'affaire allait gentiment se tasser. Il y avait Sax qui devait partager avec ses lecteurs son analyse des données publiées au fur et à mesure sur le dark web qui ne donnaient pas signe de vie en quelque sorte, ou qui ne parlaient plus de l'affaire en tout cas. On avait parallèlement aussi la rançon qui était demandée par les hackers qui diminuait, qui est passée de 10 millions de dollars à 5 millions de dollars, puis finalement à 2 millions de dollars.
Et au final, le 1er mars, Saks est revenu à la charge en annonçant que donc, le fichier de 300 000 clients dont on parlait, qui avait été publié par les hackers, ne constituait qu'une partie de ce que les hackers possédaient, c'est-à-dire en tout, théoriquement, plus de 2 Tera de données. Ça veut dire d'une part que l'ampleur de la fuite pourrait être encore plus grande que ce qu'on pensait jusqu'ici, mais ça veut dire aussi que pour que 2 Tera de données aient été exfiltrées depuis les serveurs de Bank of Africa, ça veut dire nécessairement que les pirates informatiques sont là depuis plusieurs mois et que Bank of Africa n'a pas réussi à détecter leur présence. Alors Naïl, très concrètement, quelle est la réponse depuis le début de cette affaire et jusqu'à aujourd'hui de Bank of Africa ? En fait, on pourrait dire que la communication de Bank of Africa a évolué au fil des révélations. Moi, je distingue 3 périodes qui correspondent en fait à 3 postures de Bank of Africa face à cette affaire. On a d'abord, à l'aube de l'affaire, le 10 février, quand ils réagissent à travers le compte Twitter de la filiale malienne de Bank of Africa, où ils essayent, on va dire, en quelque part, de tuer l'affaire dans l'œuf. Ils expliquent qu'aucune donnée personnelle des utilisateurs, ou des clients plutôt, n'a été touchée, ce qui finalement s'est avéré faux. On parle à l'époque d'une tentative d'intrusion, c'est ça, hein ? On parle d'une tentative d'intrusion qui a été directement bloquée et qui n'a compromis aucune donnée personnelle des utilisateurs. Il y a une deuxième phase, on va dire, où ils distribuaient les informations au compte-gouttes à coup de communiqués de presse un peu laconiques, très peu fournis, où ils se contentaient d'expliquer que, sans dire que des données personnelles avaient été touchées, en disant que le système monétique et que les données des clients liées au système monétique n'avaient pas été touchées. Et puis il y a une dernière phase qui a été contrainte un peu par l'ébruitement progressif de l'affaire et son traitement médiatique, qui a permis de libérer la parole un peu en quelque sorte au sein de Bank of Africa, dans le but d'offrir une contradiction plus importante aux propos de Saks, je pense. Et donc j'ai pu discuter par exemple moi avec une source proche du dossier en interne qui a choisi, quand je l'ai interrogé, d'insister d'une part sur le fait que Saks amplifiait largement l'ampleur de la fuite et d'autre part qu'il n'était pas sain de placer sa confiance dans ce genre de lanceur d'alerte, qu'il qualifie lui d'agent double qui profite de la faible porosité entre d'une part le clear web et d'autre part le dark web. Donc au final, à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire clairement, oui ou non, que Bank of Africa a été piraté ? Oui, on peut dire que Bank of Africa a été piraté, on peut dire qu'il y a des données personnelles des utilisateurs qui ont fuité sur le dark web et qui ont été partagés, comme on l'a dit, des comptes VIP, des ONG... D'anciens ministres, des personnalités. Oui, exactement. La question, en fait, c'est plutôt de déterminer, qui reste à déterminer, c'est, on va dire, d'une part, la nature exacte des documents qui ont été... On a quelques pistes, bien sûr, c'est ce qu'on a dit, c'est des contrats, c'est beaucoup de documents sur l'identité des clients. Mais on n'a pas tellement plus d'informations ni de preuves et on ne sait pas non plus qu'est-ce que c'est que ces données qui n'ont pas encore été publiées. On a peu d'informations là-dessus. On ne sait pas à quel point ce sont des données qui pourraient, elles, être plus importantes. Donc affaire à suivre et sans doute la justice qui tranchera au final. Oui, très probablement. De toute façon, c'est à la justice de se prononcer dans ces cas-là. On attendra une décision de justice pour établir l'ampleur exacte de la fuite. Merci beaucoup, Naïl. Merci à vous. Alors, comment démêler le vrai du faux ? Quelles procédures sont déclenchées en cas de fuite de données ? Et peut-on y voir, derrière cette attaque, la main de la Russie ? Pour en parler avec nous, Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez E7. Bonjour. Comment d'abord démêler le vrai du faux d'une affaire comme celle-ci ? C'est une question qui est intéressante parce que tant que la justice n'a pas établi qu'il y avait réellement une fuite, on peut croire, entre guillemets, tout le monde. Mais pour autant, on l'a déjà vu dans d'autres affaires, il arrive parfois que les données qui sont mises à disposition ou en vente sur le Darknet mentionnent certaines sociétés, mais ne sont pas issues de cette société directement. Exemple, un grand groupe français a été mis en avant par un groupe de rançongiciels qui disait « on a réussi à sortir des données de cette société ». La société disait non, ce ne sont pas nos données. Et en fait, il s'avérait que c'était les données d'une société tierce, mais qui travaillait avec la grande société française. Et donc, en fait, effectivement, il y avait le nom de cette grande société dans la fuite, mais ce n'était pas ses données à elle. Benoît Grunenwald, quelles sont les procédures à enclencher en cas de fuite de données ?
Alors dans le cadre de fuite de données, la première chose, c'est généralement, on fait comme quand on fait une enquête, une investigation traditionnelle, c'est-à-dire que la zone numérique, pour le coup, devient une zone que l'on doit figer, qui ne doit plus bouger pour permettre les investigations. Savoir comment les cyberattaquants sont rentrés, à quelles informations ils ont eu accès, encore une fois, si c'est avéré, quelles sont les données qui ont fuité, qui est impacté, et une fois qu'on a établi tout cela, eh bien, on va pouvoir déterminer s'il y a ou pas violation de données personnelles, violation de données, et s'il faut notifier les entreprises et ou les personnes morales ou physiques qui seraient impactées par cette fuite. Est-ce que ces attaques dans le milieu bancaire sont monnaie courante ou sont rares ? Sur l'univers bancaire, on va dire que c'est assez rare. Mais par contre, sur le monde réel qui aujourd'hui est un monde ultra connecté, malheureusement, ça arrive tous les jours, bien plus souvent qu'on ne le croit, et aucun secteur n'est épargné. C'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise, une organisation, pour parler vraiment au sens très large, que ça soit étatique, associative ou privée, qui est numérique, à un moment, elle a potentiellement une porte ouverte sur Internet et les cybercriminels vont la trouver, par chance ou malchance, suivant la grosse place, mais en tout cas, il y a quand même de très fortes chances pour que cette porte soit trouvée. Et le cybercriminel, il ne va pas forcément chercher à perpétrer le casse du siècle. Par exemple, on a vu des cybercriminels qui s'étaient empêtrés dans des affaires plus grosses que ce qu'ils pouvaient ou qu'ils étaient préparés à gérer. On a vu par exemple une attaque sur le Colonial Pipeline. Et Colonial Pipeline, c'est un pipeline aux États-Unis qui dessert une grande partie des US en pétrole. Et en fait, quand ils se sont attaqués à cette distribution ô combien précieuse aux US, eh bien, c'est remonté jusqu'au président qui a dit qu'il fallait se saisir de l'affaire. Et ils ont retrouvé les cybercriminels. L'argent a été rendu et les cybercriminels se sont excusés. Donc, on peut se dire qu'ils auraient pu négocier, ils auraient pu tenter d'extorquer des fonds plus que ce qu'ils n'en avaient prévu, mais au contraire, ça les a dépassés. Dernière question, Benoît Groenewald, c'est donc sans doute Bank of Africa, Mali qui a été concerné. Quand on pense au Mali, on peut penser à une guerre d'influence entre la France et la Russie. Est-ce que ce piratage pourrait être un dommage collatéral dans un affrontement plus large qui se jouerait donc sur le net ? Encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'enquête, c'est difficile à préciser avec exactitude. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, déjà, je répète que potentiellement, toute personne physique ou morale qui existe sur Internet est potentiellement piratable. Et ce qui redit que Bank of Africa ou sa filiale n'a pas forcément été ciblée telle qu'elle. Par contre, on sait aussi que le cyberespionnage, la désinformation, le sabotage dans le monde numérique tel que l'on est aujourd'hui existe. Nous avons un certain nombre de recherches qui mettent à jour des opérations d'espionnage, de sabotage et ou même d'influence. On se souvient de Cambridge Analytica. On a vu récemment, nous, des opérations sur un très grand nombre de populations, de personnes de population qui voyaient leur smartphone infecté avec des logiciels pour les espionner. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Maintenant, encore une fois, c'est la justice qui pourra déterminer cela dans la mesure où ce que vous me demandez est ce que l'on appelle, entre guillemets, de l'attribution. Et l'attribution, c'est un acte hautement politique. Une entreprise privée comme la nôtre ne fait pas d'attribution. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qui a attaqué en tant que pays. Si on repère qui peut être le groupe d'attaquants, on va donner des informations techniques qui permettront aux instances de la justice juridique, force de l'ordre, de mettre un nom et ou un pays sur une attaque, mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous, en tout cas, nous, on se l'interdit. Merci Benoît Groenewald, interrogé donc par mon confrère Neil Fassi. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette affaire peut-elle agir comme un véritable déclencheur dans la cybersécurité en Afrique ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan.
Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.